Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La société civile gabonaise se prépare aux prochaines échéances électorales prévues en 2023. Une table ronde a été organisée le 23 avril. Objectif affiché, sécuriser les résultats des urnes. Reprise des investissements dans le secteur touristique au Rwanda. 200 millions de dollars vont être prochainement investis à Kigali dans le secteur de l'hôtellerie. Et quels sont les facteurs qui freinent le développement de l'industrie du livre sur le continent africain? La question a été débattue au Cameroun par les acteurs du secteur le 23 avril à l'occasion de la Journée mondiale du livre. Et tout d'abord au Soudan, la capitale du Darfour occidental, El Geneina, a été le théâtre d'affrontements armés ce lundi 25 avril. Ces violences sont la suite d'une altercation qui a débuté le 21 avril entre membres de différentes tribus, notamment des milices janjaouides et des groupes rebelles. En l'espace de 4 jours, plus de 168 personnes ont été tuées et plus de 98 autres ont été blessées, selon un bilan établi par le comité de coordination pour les réfugiés et les personnes déplacées. Rappelons qu'au début du mois, 18 personnes avaient déjà été tuées à El Geneina au cours d'affrontements tribaux. Également dans l'actualité, c'est un acte perçu comme une avancée dans le combat des victimes du régime de l'ancien président Yahya Jammeh Bello. Un membre présumé d'un escadron de la mort gambien est jugé à Celle, en Allemagne, depuis ce lundi. Il comparait pour crimes contre l'humanité, meurtre et tentative de meurtre entre 2003 et 2006. Il est notamment poursuivi pour l'assassinat du journaliste gambien Deda Idaha. Son procès pourrait se tenir jusqu'en 2023. Promotion et consolidation des valeurs de principes démocratiques au Gabon. Une table ronde a été organisée le 23 avril par la société civile. Cette rencontre avait pour but d'échanger sur un projet visant à assurer la sécurisation des résultats des urnes à moins d'un an des prochaines élections prévues en 2023. Plus de détails avec Marie-Raphaël Antolo. Au Gabon, s'est tenue le 23 avril 2022 une table ronde de mobilisation des ressources pour l'exécution du projet d'appui à la démocratisation, à la transparence électorale et à la sécurisation des résultats des urnes dans le pays. Pour les acteurs de la société, ce projet devrait permettre de consolider les valeurs et principes démocratiques au Gabon et de contribuer à l'amélioration de la transparence, la prévention des conflits et la gestion apaisée des différents scrutins à venir et au respect des résultats des urnes. En effet, s'est tenu à Libreville à l'initiative de 3 ONG gabonaises, un atelier qui visait à présenter le projet à l'ensemble des acteurs de la société civile pouvant être potentiellement intéressés par la question de la démocratisation, de la transparence et de la sécurisation des votes en prévision des prochaines élections qui se tiendront au Gabon en 2023. D'après les experts du domaine électoral au Gabon, les processus électoraux de ce pays d'Afrique centrale sont très souvent caractérisés par des manifestations et actes de violence enregistrés avant, pendant et après le scrutin. Ces climats électoraux délitaires, selon eux, se marquent généralement par des menaces et d'intimidations de tout genre d'influence et affectent les résultats des urnes. Il faut savoir qu'en l'état actuel du dispositif législatif et réglementaire encadrant les élections au Gabon, la société civile est totalement exclue du processus qui tourne essentiellement autour des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Rappelons que c'est depuis le retour du Gabon au multipartisme en 1990 que des répétitions des situations de violence pré- et post-électorales sont régulièrement observées dans le pays. Ainsi, avec cette réforme, la société civile espère pouvoir mettre fin à toutes les choses liées au système électoral qui entraînent une instabilité politique aux conséquences sociales dommageables pour les populations et la démocratie. Au Togo, le Parlement a approuvé le 22 avril l'adhésion du pays au Commonwealth, organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique. Le but n'étant pas de quitter la francophonie, mais de diversifier les partenariats du pays.
Les explications de Joël Ballot. Le Togo s'ouvre au Commonwealth. C'est l'une des résolutions adoptées à l'unanimité par le Parlement togolais le 22 avril 2022 au cours d'une séance d'information gouvernementale. En parachevant ce processus, l'Assemblée nationale souhaite encourager le président Faure Gnassingbé à mener ce processus à terme 8 ans après son lancement en procédant déjà au dépôt formel de candidature pour le sommet du Commonwealth en juin 2022 au Rwanda. Au-delà de l'ancien héritage politique britannique, l'Assemblée nationale assure au Togo la reconnaissance internationale d'un renouveau historico-politique. Sur le plan commercial, l'adhésion garantit un vaste marché extérieur pour l'exploitation des produits nationaux togolais. Avec le Commonwealth, c'est plus de 2 milliards de consommateurs. Pour d'aucuns, ce soutien est source de polémique, étant donné que le Togo est un pays francophone et l'anglais ne faisant pas partie des langues couramment parlées. Aussi, le Parlement a tenu à le spécifier. Le Togo ne quitte pas la francophonie, il va seulement renforcer les programmes d'enseignement de l'anglais et réactiver d'autres partenariats. Depuis l'accession du président Faure Gnassingbé Yadema au pouvoir, il y a une volonté réelle d'engager une diversification des partenaires à travers une transition économique orientée vers notamment des pays de l'Est, essentiellement la Chine, la Corée du Sud et autres. Donc on peut comprendre derrière cette décision, cette volonté de diversifier ses partenaires, car l'anglais aujourd'hui constitue l'une des premières langues parlées dans le monde. Et en allant vers le Commonwealth, cela pourra attirer d'importants investissements vis-à-vis du voisin ghanéen qui reste très compétitif en matière d'attraction des investissements en tant que tel. Grâce à son modèle de développement, le Commonwealth permettra au Togo, comme au Rwanda, de diversifier ses relations diplomatiques, économiques, afin d'élargir le champ de ses rapports étatiques. Pour rappel, plusieurs pays francophones ont ou vont adhérer au Commonwealth, le Rwanda en 2009, le Togo en 2022 et bientôt le Gabon. La croissance énergétique est un défi majeur en Sierra Leone actuellement. Le taux d'électrification du pays est de l'ordre de 23%, mais il devrait augmenter très prochainement grâce aux initiatives prises par le gouvernement. Plus de détails avec Philomène. La Sierra Leone dispose d'abondantes ressources primaires énergétiques. À cet effet, l'exécutif tente de multiplier les initiatives qui visent notamment à renforcer l'accès à l'énergie et stimuler la production énergétique en vue d'améliorer la qualité des services publics dont l'éducation, la santé, l'emploi, entre autres, ne manquent pas d'être multipliés en faveur des populations sierra-léonaises. La Sierra Leone fait bien de croire pleinement, elle aussi, en ses capacités énergétiques et surtout en cette opportunité avérée de développement durable désormais portée par une reformulation et une dynamisation très profonde du secteur des énergies allant dans le sens de cette croissance verte. Le gouvernement sierra-léonais, avec l'appui des partenaires au développement tels que la Banque africaine de développement, travaille à mettre en place des approches pouvant offrir une croissance basée sur le développement des ressources naturelles du pays. La gestion stratégique des ressources naturelles énergétiques tant renouvelables que non renouvelables du pays constitue l'un des axes d'implémentation de cette démarche qu'entend endosser la Sierra Leone dans la perspective donc de son plan national d'émergence au cœur duquel en effet le secteur des énergies occupe justement une place stratégique et prioritaire chère aux autorités. La Sierra Leone peut, à l'image de certains pays, se construire une économie riche et diversifiée basée sur l'abondance de ses ressources naturelles. Cependant, la contrainte d'accessibilité à des coûts rentables aux abondantes ressources primaires énergétiques pourtant disponibles constitue le talon d'Achille qui freine certaines réalisations. Le secteur touristique rwandais redécolle petit à petit après un ralentissement dû à la pandémie de Covid-19. Les investissements directs étrangers reviennent aussi après une baisse de plus de 47% en 2020. Un investissement de 200 millions de dollars vient d'être annoncé pour le développement du secteur touristique. Reportage de notre correspondant Fratinda Kesenga. Après une longue période à l'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, le secteur touristique rwandais reprend et avec force. En effet, avec la reprise des conférences internationales et notamment le sommet des chefs d'État du Commonwealth prévu en juin 2022, les investisseurs locaux et étrangers se préparent en conséquence. C'est le cas de Billy Chung, un investisseur chinois dans le secteur de l'hôtellerie.
Beaucoup de gens me demandent souvent pourquoi je viens investir beaucoup d'argent dans ce petit marché et je leur réponds que j'ai confiance au leadership du pays. Cela fait 12 ans que j'investis au Rwanda et j'ai vu combien la volonté pouvait faire avancer les choses en termes de croissance. J'ai vu comment le gouvernement est très accueillant pour les investisseurs et les changements qui s'en suivent. C'est vrai que la pandémie a ralenti les choses, mais elle ne peut pas nous arrêter. Billy compte investir $200 millions pour le développement des complexes touristiques à Kigali. La première phase, estimée à $50 millions, est sur le point d'être achevée. Il comprend 2 hôtels, des restaurants et plusieurs appartements. Un risque, mais aussi une belle opportunité dans un secteur en pleine croissance au Rwanda, selon les banquiers. Investir dans le secteur de l'hôtellerie, ça va au-delà des frontières car le tourisme traverse les pays. Nous, on ne regarde pas seulement la capacité d'un pays, mais comme une opportunité internationale. Le Rwanda est un hub touristique dans la région et les gens voyagent de très loin pour venir découvrir cette région et donc quand on finance un tel projet, on regarde au-delà du Rwanda. Nous savons que c'est un petit marché, mais nous savons aussi que c'est un hub du mouvement des biens et des services. En 2020, le Rwanda a enregistré des investissements d'une valeur d'$1,3 milliard américains, soit une baisse de 47% par rapport à 2019. La baisse des investissements a été attribuée à la pandémie de Covid-19 qui a affecté l'économie mondiale. Les investissements directs étrangers ont représenté 51% du total des investissements enregistrés en 2020. Quels sont les facteurs qui empêchent l'éclosion de l'industrie du livre sur le continent africain? C'est l'une des questions qui a été débattue au Cameroun le 23 avril à l'occasion de la journée mondiale du livre. Notre correspondant Séverin Douqueux nous livre les conclusions de ce débat. Au menu de la célébration de la Journée mondiale du livre, la problématique de la promotion et du développement de l'industrie du livre avec en toile de fond l'impact des prix et autres distinctions sur l'émancipation de la filière sur le continent africain. Au Cameroun, les acteurs se sont réunis pour débattre des obstacles et autres facteurs qui freinent le développement du livre. 2 coupables, des habitudes mais davantage des prix pratiqués sur le marché en comparaison avec le pouvoir d'achat de la population. L'accès au livre est difficile parce que son coût est élevé. Le deuxième frein est qu'il y a quand même un nombre insuffisant de bibliothèques publiques qui permettent donc de démocratiser l'accès à la lecture. Parce qu'il faut se dire que pour construire une économie du livre, derrière, il faut avoir, n'est-ce pas, déjà un public averti. Une industrie qui tend vers un boom exponentiel ces derniers temps, rythmée par la qualité et l'excellence, avec des auteurs de plus en plus jeunes, mais surtout des productions qui séduisent davantage le lecteur et dont la reconnaissance mondiale leur est attribuée à travers des distinctions comme le prix Goncourt des lycées 2020 décerné à Djaïli Amadou Amal pour son livre Les Impatientes. Des distinctions qui affectent toute la chaîne de production, de l'auteur au vendeur en passant par le lecteur, avec une ambition affichée, lire pour ne plus jamais se sentir faible. Ça a un impact majeur. Il n'y a qu'à voir avec le livre de Djaïli Amal, les ventes vont au-delà de 400 000. C'est dit que, imaginons que ce livre-là était vendu au Cameroun à 400 000 exemplaires, les libraires certainement devaient se retrouver avec beaucoup d'argent, les imprimeurs pareil, l'auteur qui est Djali pareil, ainsi que son éditeur. C'est dit que ça a véritablement un impact économique. Au-delà de l'impact économique, il y a l'impact idéologique, il y a l'impact même psychologique. Donc ça montre aux autres auteurs vivant sur le continent qu'effectivement c'est possible, il faut rêver, il faut faire grand. Les livres d'aujourd'hui en Afrique, mieux qu'hier, avec leur couverture brillante et leurs pages crémeuses, se veulent être un véritable vecteur de développement dans une Afrique de plus en plus curieuse et en constante remise en question. La journée mondiale qui célèbre cet outil nécessaire au progrès a été créée par l'UNESCO en 1995. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.